Monsieur le représentant du Haut-Commissaire, M. Bastille, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées de province, Madame le maire de Nouméa, Monsieur le Président du Sénat coutumier, les présidents des conseils coutumiers, les grands chefs et chefs coutumiers présents dans cet hémicycle, Mesdames et Messieurs les consuls généraux, Monsieur l'archevêque de Nouméa, et les présidents des églises protestantes, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, mes chers collègues, Monsieur le commandant supérieur des forces armées, Monsieur le général commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur de la police nationale, Monsieur le président, premier président de la Cour d'appel et procureur général près de cette Cour, Monsieur le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près de ce tribunal, Madame la présidente de la Chambre territoriale des comptes, Monsieur le directeur des finances publiques, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les présidents des organismes consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs des services de l'État de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, Madame la directrice et Messieurs les directeurs de l'enseignement privé, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, et à vous tous et toutes avec vos titres, dignités et compétences. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les élus qui viennent de porter leur suffrage sur ma candidature pour la 5e année consécutive, afin de m'élire de nouveau à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour la mandature 2023-2024. Je veux vous exprimer en ce jour toute ma reconnaissance et mon estime à chacun d'entre vous, et plus particulièrement aux élus de l'éveil océanien qui m'accordent leur confiance depuis 2019. Je remercie la première vice-présidente du Congrès, Madame Caroline Machoro-Régnier, qui m'a très souvent suppléé toute cette année. Mes remerciements s'adressent également aux membres du bureau et de la conférence des présidents qui ont assumé leurs responsabilités à chaque fois qu'ils ont été sollicités, et ce, à de très nombreuses reprises. Je voudrais aussi saluer les présidents et présidentes et présidents des groupes politiques, l'ensemble des conseillers de cette Assemblée, ainsi que leurs collaborateurs pour leur engagement permanent au service de notre institution et de nos concitoyens. En permanence à la recherche du consensus, ils sont arrivés à faire en sorte que 75% des projets de loi du pays ont été votés dans cet hémicycle à l'unanimité. Ma reconnaissance se porte également vers les secrétaires généraux et tous les agents du Congrès qui gardent le cap pour faire fonctionner cette institution malgré les difficultés que nous devons surmonter au quotidien. Un grand merci enfin à toutes celles et ceux qui, depuis plusieurs années, m'accompagnent dans ma fonction et dans mes actions. Soyez ici toutes et tous pleinement remerciés. Pour emprunter les propos de Jean-Louis Debré à son élection au perchoir de l'Assemblée nationale le 25 juin 2002, je dirais que quelles que soient nos préférences politiques, quels que soient nos idéaux, quels que soient nos choix partisans, nous détenons ensemble, nous, les 54 élus, les 54 élus du Congrès, une part de la souveraineté interne de notre terre bien-aimée. Nous sommes donc collectivement comptables de ce bien précieux et inaliénable. Et en conséquence, à la place qui est la mienne, je m'efforcerai, comme j'ai tenté de le faire depuis 4 ans, d'exercer une présidence impartiale, à l'image de celle du Speaker des parlements du Commonwealth britannique, qui favorise la délibération parlementaire. Une présidence en même temps attentive, accessible et disponible, respectant les droits de l'opposition, mais écoutant de même la voix des milliers d'hommes, de femmes et de jeunes calédoniens afin de prendre en considération leurs attentes au cours du processus législatif. Car les bonnes lois sont des lois qui ont été bien préparées, c'est-à-dire élaborées avec le concours actif des représentants du peuple, et le président Jean-Louis Debré l'avait particulièrement souligné lors de son accession à la présidence du Parlement, de l'Assemblée nationale française, il y a 20 ans de cela. Cette mandature est la dernière ligne droite de la mandature provinciale 2019-2024 et donc de la 5e législature du Congrès.
Et cette réélection à la présidence de l'institution représente pour moi un grand honneur et une fierté. Un honneur tout d'abord, car malgré nos divergences et nos différences, je me suis toujours appliqué à être à l'écoute de tous mes collègues, sans exception. Et je veux les assurer de cette constante dans la fonction qui m'incombe à nouveau pour une année. Une fierté ensuite, car c'est la première fois qu'un président indépendantiste voit son mandat aligné sur celui des conseillers de l'Assemblée, c'est-à-dire 5 ans. Mesdames et messieurs, cette nouvelle mandature sera placée sous le signe du palabre, de la concertation et du dialogue, dont les conclusions mèneront notre pays vers son avenir institutionnel. Un avenir que nous devons imaginer ensemble, qui ne sera pas en rupture avec le passé, puisque celui-ci est source d'enseignement, mais dont les contours que nous allons tracer devront ouvrir de multiples possibilités pour les habitants de ce pays, la Nouvelle-Calédonie et son peuple premier, le peuple kanak, poteau central de notre case commune, avec ses supports représentés par les apports de populations d'origines diverses, arrivées petit à petit avec la colonisation. Les prochaines semaines s'annoncent denses et difficiles. Les discussions seront âpres, car nous sommes toutes et tous animés par la défense d'une vision, de valeurs et d'idées au nom de l'intérêt supérieur de la Nouvelle-Calédonie et de ses habitants. Le Congrès, institution centrale dans l'organisation institutionnelle et politique du pays, garde un rôle majeur dans ce contexte. Les membres de cette noble assemblée seront invités à faire des choix conscients et éclairés qui vont conditionner le futur des nouvelles générations. Au regard de ce qui se passe dans la région Indo-Pacifique et dans le monde, la Nouvelle-Calédonie, petit pays insulaire dans ce grand océan de nos ancêtres, devra être protégée des surenchères et des ambitions géostratégiques des États vis-à-vis des richesses qu'elle possède, ainsi que de la place qu'elle occupe dans cette région mélanésienne. Le capital humain et culturel, l'environnement, les ressources minérales, le niveau de développement en termes d'infrastructures et de services, ou encore la situation géographique sont autant d'atouts qui peuvent attiser la convoitise des plus grands à l'égard desquels nous devons rester vigilants. Notre force réside en notre capacité à faire face à l'adversité et à nous adapter, et à imaginer ensemble, pour cela, un chemin commun pour la jeunesse. Je l'avais dit l'an dernier, je le répète encore aujourd'hui, la résilience et l'innovation sont des marqueurs spécifiques de notre société. Notre responsabilité en tant que membres élus démocratiquement nous oblige à relever 3 défis majeurs que je voulais partager avec vous ce matin. Le défi de la paix, tout d'abord. L'inauguration de la place Kowedjoka à Nouméa l'an dernier est tout un symbole, celui de nos leaders disparus qui, à travers une poignée de main, ont réussi à ramener la paix sur notre île il y a de cela 35 ans. Cette paix est encore fragile. Il nous faut la préserver à travers un dialogue permanent entre les représentants élus par le peuple et pour le peuple. De son côté, l'État doit respecter ce qui a été le guide des accords de Matignon, Oudinot et Nouméa pour maintenir la paix dans notre pays, un État impartial au service de tous. Le Congrès, lieu majeur de la décision politique, restera le sanctuaire du débat démocratique, une demeure où la liberté d'expression et d'opinion seront respectées puisque conformes aux aspirations de la population calédonienne. Notre engagement devra également se traduire dans les mois à venir par la construction d'une identité et d'une citoyenneté locale. Le maintien des institutions calédoniennes et le respect du droit à l'autodétermination, cher à une partie d'entre nous, sont aussi des gages d'une paix durable entre les femmes et les hommes qui vouent une passion pour cette terre calédonienne. Notre Assemblée est dépositaire de la responsabilité fondamentale de maintenir, quelles que soient nos divergences, cette paix, qui est pour nous et pour tous les Calédoniens le bien le plus précieux. Le second défi, c'est celui de la liberté. La liberté de choisir notre avenir et d'en déterminer les voies et moyens pour y parvenir. Il nous appartient de délibérer et de décider, car nous devons nous préserver d'une vision imposée par d'autres, pouvant être guidés par des intérêts, notamment économiques, contraires à nos modes de vie et nos cultures. Notre environnement, et en particulier nos ressources naturelles,
sont les gages d'un avenir durable pour nos enfants. À l'heure où le ravage écologique constitue une urgence absolue, où la société du capitalisme industriel s'essouffle et où la production doit ralentir, nous devons éviter d'accélérer le processus qui consiste à épuiser notre sol et notre sous-sol et refuser de faire passer le profit et l'accumulation de richesses avant le respect et la survie des vivants et de leur environnement. Notre modèle économique doit être en phase avec nos idéaux. Nous devons imaginer un nouveau modèle de prospérité et de résilience qui corresponde à nos cultures, à nos façons de faire et à nos coutumes. Ce modèle conditionnera l'héritage que nous léguerons aux générations futures. Enfin, le troisième défi est celui de la solidarité, un marqueur intrinsèque de la société calédonienne. La solidarité est une valeur qui nous oblige. Notre devoir nous dicte de mettre tout en œuvre pour protéger les plus faibles d'entre nous. Les politiques publiques qui seront soumises au vote des élus du Congrès au cours de cette nouvelle mandature devront prioritairement être examinées sous cet angle, car il n'est pas de mission plus noble que celle-là au nom du bien commun qui est la doctrine de certaines églises catholiques et autres. La résorption des inégalités et la réduction des disparités sur l'ensemble de notre territoire ne doit pas rester un vœu pieux, mais bien une réalité à laquelle nous devons nous atteler et agir concrètement. Notre pays a besoin d'être réformé en profondeur. C'est un constat partagé par tous. Aussi, certains textes sont déjà sur le bureau du Congrès et ce sont les priorités qui concerneront nos travaux dès le début de cette mandature. Mesdames et Messieurs, s'agissant enfin de l'évolution du Congrès, vous connaissez bien cette mission d'experts indépendante qui a été conduite par M. Enrico Letta, l'ancien Premier ministre de l'Italie et membre actuel du Parlement italien, professeur à Sciences Po Paris. Cette mission que j'ai missionnée, donc j'ai mandaté depuis 2019, a rendu ses conclusions le 25 août dernier et vous serez bien sûr, mes chers collègues, destinataires de ce rapport. Je saisis l'opportunité pour leur adresser mes plus vifs remerciements pour le temps qu'ils y ont consacré et pour leur engagement dans ces travaux qu'ils ont effectués gracieusement durant toutes ces années. Notre institution a été souvent négligée dans le cadre des réflexions sur l'avenir institutionnel. Depuis la création du Conseil général en 1885, le constat fait état, après 138 ans d'existence, d'une méconnaissance de l'opinion publique, alors même que son rôle est central dans l'organisation politique et institutionnelle. Seul organe doté du pouvoir législatif, le Congrès doit inévitablement opérer des transformations pour se moderniser et se renforcer. De précieux enseignements seront tirés de ce rapport, que je partagerai avec l'ensemble des élus, mais aussi des institutions et à la société civile, qui ont été partie prenante durant toute cette mission d'expertise. En voici quelques-uns qui feront l'objet d'analyses et de discussions en vue d'une mise en œuvre si les élus, bien sûr, le décideraient. Son autonomie, l'autonomie du Congrès, que le Congrès soit fonctionnel ou budgétaire, pourrait être accrue. La création d'un véritable statut du parlementaire devra être envisagée dans le but de protéger et d'encadrer les pouvoirs de l'élu durant son mandat. L'exclusivité du mandat de l'élu du Congrès ou encore son élection au suffrage universel direct permettrait de conférer une autorité politique plus forte aux élus de l'Assemblée. Enfin, en vue d'accroître la visibilité et l'attractivité du Congrès comme maison du peuple, nous pourrions instaurer une forme de démocratie participative qu'il faudrait imaginer. En résumé, le renforcement parlementaire du Congrès et de son rôle envers les citoyens permettra de doter la démocratie calédonienne d'une institution capable de réunir la volonté de toutes les communautés vivant sur ce territoire autour de l'intérêt général et du vivre ensemble. Notre institution est et restera le haut lieu de la représentation démocratique où les aspirations de tous les citoyens seront exprimées par la voix de leurs représentants et grâce à notre sens du dialogue et du consensus, nous pourrons, je l'espère, toujours trouver les solutions du quotidien et de l'après de manière collective. Mes chers collègues, je veux croire au sens des responsabilités de vous tous dans les enjeux à venir. Je vous remercie.